Alors, on voulait vous parler du cours de l'aluminium qui fait un peu pas le yo-yo, mais en tout cas qui est en phase haussière, mais qui fait preuve d'une extrême volatilité. 3 000 $ la tonne pour le métal industriel, c'était lundi, 2 500 hier, ce qui fait un gros swing. Voilà pourquoi cette extrême volatilité. On en parle avec vous, Pierre Sabatier, bonjour. Bonjour David. Économiste et président du cabinet PrimeView. On sait évidemment que la plupart des matières premières et des métaux industriels au sens large sont sous tension. L'aluminium l'est tout autant. Pourquoi d'ailleurs, ou encore plus? Alors les prix, c'est toujours en fait un rapport entre offre et demande. Là pour le coup, j'invente rien, c'est vieux comme le monde. Donc je pense que pour comprendre, alors plus que la volatilité, parce qu'effectivement les cours ont reflué depuis lundi. On aurait fait l'émission hier, on aurait dit waouh, 3 000 $ la tonne. Donc, mais pour ça grosso modo, la tendance, non mais la tendance est très haussière en fait sur cette matière première en particulier. Pourquoi celle-là? Pour deux raisons. Un déjà, en termes de demande. Premièrement, il faut quand même savoir que l'aluminium est très sensible. C'est associé à la dynamique dans les transports et surtout en fait dans le bâtiment, dans la construction. Et donc qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est qu'on est en pleine phase de reprise où à la fois on a des plans de relance, c'est-à-dire qu'en gros tous les États dans le monde ont mis en place d'énormes plans de relance budgétaires. Et qu'est-ce qu'on fait évidemment lorsqu'on veut mettre en place des plans de relance budgétaires? On veut faire de la demande publique et bon, on fait quoi? On fait de la construction. Et donc déjà beaucoup de projets d'infrastructures partout dans le monde, donc en Europe, aux États-Unis, Chine en premier lieu, on y reviendra tout à l'heure parce que c'est là où il y a un sujet central, ça c'est le premier point. Donc c'est aussi le problème, c'est quand on veut relancer la machine de manière artificielle, de manière un peu administrative, on dit eh bien on va mettre le paquet là, mais souvent en fait ça a des dommages collatéraux qui peuvent revenir en boomerang, et vu que tout le monde le fait dans des proportions colossales en même temps, on pourra s'interroger sur les conséquences de ce plan de relance à terme. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que dans le bâtiment, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si vous avez vu les chiffres, mais en gros le volume de transactions, c'est-à-dire que le monde immobilier dans son ensemble, quel que soit l'endroit du monde, France en particulier, est très dynamique. Par exemple, vous regardez les volumes de transactions. Vous parlez de l'ancien ou du neuf là, des deux. Alors le neuf souffre parce que l'aluminium aujourd'hui. Essentiellement quand on construit, pas dans l'ancien. Non, parce que la la réhabilitation, aluminium, enfin les fenêtres, enfin les huisseries, enfin, oui, donc ça compte aussi pour la rénovation. Et pour la rénovation. Et aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qui se passe? Le volume de transactions, par exemple en France, en 2021, atteindra des sommets. C'est-à-dire qu'au-delà en fait de la plus belle année qu'on ait connue en 2019, on sera sur plus de 1 100 000 transactions. Donc et ça se traduit par une augmentation des prix de l'immobilier partout dans le monde. Vous l'avez déjà commenté, on l'a commenté ensemble, en France, aux États-Unis, en Chine, partout. Donc on a déjà en fait des consommateurs naturels qui, ont été sevrés au préalable, des marchés qui sont boostés essentiellement à travers des conditions de financement qui sont historiquement favorables. Les gens en profitent, donc la demande normale, la demande privée en fait en profite, et enfin une demande publique qui ne cesse d'exploser. Donc vous avez vraiment en gros toutes les conditions qui font que la demande est très forte aujourd'hui. Est-ce qu'elle le restera dans les mois ou les trimestres à venir? On pourra s'interroger. Ça, c'est le premier point. Il y a la demande. Face à une demande, il y a une offre. Évidemment. Et c'est là où ça coince. Elle suit pas. Alors, c'est là où ça coince parce que, vous savez, pour extraire l'aluminium, vous utilisez de la bauxite. Vous raffinez, enfin, vous utilisez un minerai. Et en gros, c'est grâce à la bauxite que vous transformez, en fait, ce minerai-là. Enfin, vous extrayez, en fait, l'aluminium. La problématique, elle est double. C'est que ces goulets d'étranglement font que les prix de l'électricité aujourd'hui ont beaucoup augmenté, notamment en Chine, qui est un gros, évidemment, c'est un pays dans lequel en fait, on consomme énormément d'aluminium. Et la problématique, c'est que l'augmentation des prix de l'électricité en Chine a fait dire au gouvernement, déjà, a naturellement fait limiter l'activité des raffineries, parce qu'en gros, les marges associées en fait, diminuent, premièrement. Et deuxièmement, le pouvoir politique a dit, stop, on en fait moins parce qu'aujourd'hui, on a pénurie d'électricité. Il ne faut pas qu'on utilise tout dans ce domaine-là. Donc, qu'on utilise tout quoi? Toute l'électricité. Donc, en gros, vous freinez en fait, la production de l'aluminium parce qu'en gros, on est dans une situation où l'électricité commence à manquer. Ça fait augmenter trop les prix de l'électricité et tous les secteurs d'activité en sont pénalisés avant même, entre guillemets, le moment à partir duquel, parce qu'en gros, on a pénurie de charbon. J'ai peut-être été un peu vite, en fait. En Chine, l'électricité est produite avec du charbon, etc. Et donc, voilà, c'est en fait des jeux de vases communicants. Et alors même qu'on n'est pas encore entré dans le moment où les ménages vont devoir se chauffer, notamment en Chine. Donc, on a vraiment, en fait, un pouvoir, un pays dans lequel, aujourd'hui, on essaye de mettre le haut là en termes d'offres parce qu'il y a des dommages collatéraux qui font que ça tend les choses.
Ça, c'est le premier point sur l'offre, un peu structurel, d'origine chinoise. Puis il y a un deuxième point et c'est ça en fait la genèse de la volatilité, c'est qu'il y a un coup d'État en Guinée qui s'est produit récemment. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Deuxième producteur mondial de bauxite, donc on disait, qui est le minerai essentiel à la fabrication de l'aluminium. Exactement, et forcément, quand vous avez 20% de la production qui est sujet à une prime de risque géopolitique. Donc là, ça revient pour nos auditeurs en fait à se rappeler de ce qui se passait sur les prix de l'énergie dans les années 2010-2011. Vous vous rappelez au moment des printemps arabes, où on avait une économie mondiale qui était relativement morose en termes de croissance économique, et pourtant des prix du pétrole, parce que c'est ce que là les gens ont sans référence, qui tournaient entre 90 et 110 $, le baril. Pourquoi ? On est même monté à 140 sur le baril. Alors c'était en 2008, 2007-2008, et 2007-2008, 150 même. Alors, vous pourrez vérifier. Le 140, je pense qu'on est plutôt sur 2010. Alors, la prochaine fois, on peut faire les paris. Un restaurant. Mais tout ça pour vous dire que ça c'est plutôt la notion de prime de risque géopolitique. Quand vous avez un doute sur un pourvoyeur essentiel en fait du minerai qui sert à faire de l'aluminium, eh bien les gens se disent mais qu'est-ce qui se passe ? Un coup d'État, ils vont fermer les ports, il va y avoir une interruption en fait de la chaîne de production, et forcément là on va avoir un rapport entre l'offre et la demande qui va être bloqué. Alors ça reflue parce que là aussi donc les gens qui ont fait le coup d'État ont été extrêmement rassurants en disant que voilà, leur priorité première, c'est en gros ne pas couper les tuyaux de l'argent qui rentre pour un pays comme la Guinée. Et donc les ports sont ouverts et ils sont assurés en fait que la production continuera. Ce qui fait qu'on a cette prime de risque géopolitique. C'est intéressant parce que ça se traduit dans tous les marchés. Donc il y a des facteurs structurels qui poussent les prix vers le haut, qui sont relativement inquiétant, ça c'est plus d'origine chinoise, et malheureusement, alors là, c'est dans la vie, on sait bien qu'une décision politique ou une problématique géopolitique, elle arrive du jour au lendemain, entre guillemets, ça peut aller à droite ou à gauche. Voilà, donc là, il y a eu une phase d'incertitude. Il n'y a aucune raison structurelle pour que les prix, les cours d'aluminium refluent. Non, pour le moment, alors si, il y aura probablement en fait, parce qu'il y a un effet, nos sociétés, notre économie, c'est une équation dont les paramètres bougent en permanence. Et qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que plus les prix montent, plus malheureusement, on a commencé par cela, le prix c'est d'abord le rapport entre l'offre et la demande, mais le plus important c'est la demande. Aujourd'hui la demande privée est très importante, la demande publique l'est aussi, mais plus entre guillemets les deux paramètres, les deux facteurs de demande en fait vont rester puissants, plus les prix vont monter, et plus les prix vont monter, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va finir par impacter négativement la demande finale. C'est-à-dire qu'en gros, à la fois celui qui rénove, pour donner l'exemple de tout à l'heure, pourra plus, entre guillemets, fournir la prestation à un prix suffisamment raisonnable, parce que la matière première aura trop augmenté, à son client final, qui va in fine décliner et va dire non, je ne ferai pas le projet, je le ferai plus tard. Et donc la demande va se réduire, et donc il y aura une espèce de régulation. C'est naturel. Alors la problématique, c'est qu'il ne faut pas que ça aille trop loin. Et alors, si jamais vous avez en plus des primes de risque géopolitique qui se mettent dans tout ça, qui exacerbent en fait le prix, très vite, ça peut devenir récessionniste. Donc, il faut faire très, très attention. Donc, et un petit aparté sur le sujet, parce que c'est important. Méfions-nous toujours. On sort vraiment de la crise sanitaire, donc on en sort à peine. Donc, on a très bien géré cette crise-là. Mais le plus dur est devant nous, parce que maintenant, on va se rendre compte que les décisions qu'on a prises dans l'urgence, qui paraissaient évidemment les bonnes, notamment avec des plans de relance budgétaires et des investissements dans la construction, infrastructure, etc., de manière très conséquente pour sauver, en gros, et éviter que le bébé parte avec l'eau du bain. C'est à partir de maintenant où on va se rendre compte que tout le monde faisant la même chose, est-ce que, in fine, ça ne va pas justement fragiliser la demande privée parce que les gens vont perdre un pouvoir d'achat à travers l'appréciation des prix des matières premières. Donc il y a un vrai sujet, et dans la vie, effectivement, c'est pas ça marche. Sujet qui dépasse le cours de l'aluminium. Évidemment, en fait, on parle de l'aluminium, on pourrait parler de... En général, effectivement. Toutes les matières premières, tous les matériaux, encore une fois, et les métaux industriels sont logés plus ou moins les enseignants. Oui, c'est ça. Alors, en fonction de l'importance, en gros, du modèle économique associé aussi à la production de ces matériaux. Donc, on l'a dit, si c'est une raffinerie, pas une raffinerie, etc. Donc, ils vont plus ou moins être touchés. Mais cette dynamique-là, elle est partagée sur l'ensemble des matières premières aujourd'hui qui sont associées à de la production, essentiellement à de la production, à de la construction, plus que de la production dans son ensemble. Donc, c'est un sujet qu'il faut surveiller de très, très près. À ces niveaux de prix, ça passe encore. Mais si jamais la tendance haussière perdure, de manière évidente, on va avoir des boucles de rétroaction qui vont faire que la croissance sera décevante. Et peut-être on devrait s'interroger sur ce que nous montre la Chine aujourd'hui, parce que vous savez qu'au-delà de cette question, eh bien, en ce moment, depuis quelques semaines, quelques mois, la Chine commence à décevoir sur le front de la macroéconomie. Oui. C'est déjà la Chine a été le premier pays à se sortir de la crise sanitaire. Et ce sera le premier aussi à ralentir. Et donc, peut-être que c'est le laboratoire vivant de ce qui va se passer dans les mois à venir si les choses se poursuivent aux États-Unis dans un premier temps et en Europe dans un second temps, puisque d'une certaine manière, cette désynchronisation macroéconomique au niveau mondial, elle s'explique tout simplement par la capacité qu'ont eu les économies initiales à sortir de la crise. Donc
Vous savez, on sort de quelques mois où on a été très agréablement surpris par la résilience de notre croissance économique. On a révisé à la hausse les prévisions de croissance. Ouais. Toujours le cas de la Banque de France qui remet un petit sauf que maintenant, tous les autres sont plutôt maintenant en train de basculer dans l'autre sens. On est en train de réviser un tout petit peu, alors c'est l'épaisseur du trait, à la baisse parce qu'on se rend compte qu'il y a des effets, entre guillemets, de bouts de rétroaction négative associés au fait que tout le monde a fait la même chose. On a mis le paquet en même temps et là, on a un vrai goulet d'étranglement. Il y a aussi les pénuries qui n'aident pas, évidemment. Et la pénurie qui n'aide pas. Mais après, comment on réagit face à cette pénurie? Là, je vous pose la question tout de suite parce qu'on a un problème maintenant. Mais le problème maintenant vient du fait qu'on a une demande exacerbée et on sait que ce niveau de demande-là va durer 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an. Mais au niveau mondial, quand vous voulez répondre à cette demande, vous faites quoi? Donc vous construisez de nouveaux outils de production pour y répondre. Mais si quand dans 1 an, la demande va se stabiliser à un niveau plus normal, plus normé, et bien là, vous êtes dans la situation inverse. Donc j'avoue, hein, c'est une période assez fantastique, assez stimulante intellectuellement et pour des observateurs comme nous sommes. Mais là, véritablement, on est quand même sur la ligne de crête où il ne faut absolument pas que ce scénario inflationniste sur les prix des matières premières perdure au-delà des niveaux actuels, parce que sinon, on va avoir des déceptions à venir. On n'en est pas encore là, mais on en prend tout doucement peut-être le chemin. Merci en tout cas. Merci David. Signé Pierre Sabatier, donc économiste et président du cabinet PrimeView. Merci Pierre. Merci. Salut.